tous. Encore merci de venir prendre votre pause méridienne à la Maison de l'Avocat. On est très heureux de vous accueillir. Donc, je m'appelle Clément Gourdin, je suis avocat au barreau de Nantes. Je suis accompagné de ma consoeur, je me permets, Charlotte Jourdan, également avocate. Et nous avons le plaisir également d'accueillir à nos côtés Stéphane Retaille, qui est responsable du département achat à la CCI Nantes-Saint-Nazaire et qui donc nous apportera le témoignage qui n'est pas uniquement celui du juriste, mais celui de l'acheteur, celui du praticien de la commande publique, côté organisme public, côté acheteur. La première question qu'on vient en tête, après tout, pourquoi des marchés publics ? Au final, pourquoi on s'embête avec une réglementation aussi technique ? Est-ce qu'on est sur quelque chose de purement franco-français, d'extrêmement complexe, de la complexité pour de la complexité ? Alors là encore, sans faire une revue de détail, on est sur une réglementation qui résulte à la fois de normes internationales, essentiellement de l'OMC, puis d'une réglementation européenne. On a des directives marché qui encadrent très très fortement les choses. Le tout étant destiné à répondre à certains objectifs que sont l'égalité de traitement entre les candidats. L'égalité de traitement, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'un acheteur sélectionne un prestataire, il ne favorise pas tel ou tel candidat parce qu'il est local, parce que c'est le cousin du maire, parce qu'il a déjà tel ou tel marché. Deuxième principe, la liberté d'accès. N'importe qui est en mesure, qui a les capacités pour répondre à un marché, doit pouvoir accéder à un marché public. Il ne doit pas y avoir de barrière à l'accès au marché public. Un acheteur ne peut pas dire « j'ai besoin d'une flotte de véhicules, mais je veux du Peugeot », par exemple. Voilà, il doit y avoir cette liberté d'accès qui doit être garantie. Et troisième grand principe, qui est celui de la transparence des procédures. La transparence des procédures, ça veut dire qu'un acheteur doit exprimer son besoin, le diffuser, dire comment il va départager les offres, être transparent sur ces points et être en mesure d'en justifier lorsque le candidat malheureux viendra le voir en lui disant « pourquoi je n'ai pas été pris ». Alors, le premier point, donc, sur accéder au dossier de consultation, la question qui se pose, donc, c'est quelle est la publicité en fonction des marchés. Donc, en fonction du montant du marché, la publicité va être plus ou moins importante. Les exigences qui s'imposent aux acheteurs publics sont plus ou moins importantes, puisque plus le montant du marché est important, plus il est susceptible d'intéresser des entreprises qui sont situées dans un périmètre large. Donc le code de la commande publique définit des seuils. Donc en dessous de 25 000 euros, donc les marchés inférieurs à 25 000 euros, on n'a pas de formalisme particulier, la publicité n'est pas obligatoire. Ensuite, entre 25 000 et 90 000 euros, là les modalités de publicité sont libres. Donc l'acheteur pourra par exemple publier sur son site internet ses consultations. Au-dessus de 90 000 euros, là, les exigences deviennent un peu plus importantes. Donc, on aura soit une publication au bulletin officiel national, soit une publication dans un journal d'annonce local, donc type Ouest France, l'Écho d'Ancenis, Presse Océan, voilà, ces journaux-là. Et ensuite, on passe au seuil européen, donc les seuils à partir desquels la procédure est plus formalisée. Donc, c'est 221 000 euros pour ce qui est fourniture et services, et 5,5 millions en matière de travaux. Donc là, il y aura une publicité qui sera européenne. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les acheteurs passent leur marché via des plateformes. Donc pour Nantes, on va avoir Nantes Métropole Marché Public, qui recouvre la ville, la métropole, le CCAS. Après, en Bretagne, on va avoir Mégalis. Et c'est des plateformes qui sont intéressantes aussi pour les acheteurs parce qu'ils vont pouvoir mettre, pour les opérateurs, je veux dire, parce que ça leur permet aussi de mettre en place un système d'alerte, donc par exemple par des mots-clés en fonction du domaine dans lequel on travaille, pour être alerté des marchés qui sont susceptibles de nous concerner. On a aussi, il faut le savoir, toute une série de prestataires privés auxquels les opérateurs, vous pouvez vous abonner. Alors, il y en a toute une série. Alors, voilà, on n'est pas là pour faire de la publicité pour eux, mais vous avez Dematis, achatpublic.com, J360, enfin, vous en avez toute une série, e-marché public, AWS, enfin, voilà, il y en a toute une série, où là aussi, effectivement, on peut s'inscrire en disant, voilà, je suis intéressé, par exemple, je suis un cabinet d'avocats, je suis intéressé pour les marchés de services juridiques dans l'ouest de la France. Et je vais recevoir tous les jours un mail
avec la liste de toutes les collectivités qui ont lancé un marché dans tel domaine. Et je vais pouvoir sélectionner pour ensuite savoir auquel je vais pouvoir répondre. Et vous avez tout intérêt en tant qu'entreprise, opérateur, d'aller solliciter les acheteurs aussi, également dans les deux sens. C'est pas interdit, au contraire. Moi, je sollicite mes équipes effectivement à recevoir les opérateurs, à venir nous voir. Alors, effectivement, bien en amont du lancement de marché. Une fois que le marché est lancé, maintenant, là, on ferme les portes et puis maintenant que le meilleur gagne. Par contre, en amont, on s'autorise effectivement à rencontrer tous les opérateurs et à échanger avec eux. Donc moi, ce que je vous incite beaucoup, c'est d'appeler, de contacter les acheteurs et puis de juste faire un point. C'est pas dire voilà, je suis telle entreprise, je fais telle prestation, j'offre tel service. Et quel service qui correspond effectivement à mon domaine d'activité que vous allez sortir d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. La deuxième thématique qu'on voulait aborder, donc, c'était comment lire le dossier de consultation. Donc, du coup, on va rappeler les éléments du dossier de consultation. Donc, c'est un peu théorique, mais je ne sais pas si tout le monde les a bien en tête. Donc, le premier élément, c'est le règlement de consultation. Donc, il va nous expliquer le calendrier de la procédure, sur quel type de procédure on est, les règles, les critères sur la base desquels les offres vont être évaluées. On a le cahier des clauses techniques. Donc là, le cahier des clauses techniques, c'est ce qui précise le besoin de l'acheteur. Donc, quelles sont ses exigences, quel type de matériel, ce sur quoi il met la priorité. Il y a donc les clauses administratives, donc les CCAG, CCAP. Donc, c'est ce qui va fixer en fait les relations des parties. Donc, par la suite, dans le cadre du marché, donc les délais d'exécution, tout ce qui va pouvoir l'avis du marché, comment ça va se passer, le règlement des comptes, ça traite toutes les questions d'exécution du marché. Après, on a le bordereau des prix unitaires, ce qui va nous permettre à l'acheteur de comparer les offres en fonction du prix qui est proposé. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le BPU ou la décomposition des prix forfaitaires. Donc, le BPU, c'est le bordereau des prix unitaires. Donc, c'est souvent ce qui se retrouve dans les accords cadres. Donc, c'est des accords des marchés qui sont conclus pour une période déterminée et qui ensuite vont s'exécuter par des bons de commande qui vont être émis par l'acheteur. Et donc, du coup, on n'a pas encore, au début du marché, une vision bien claire de quelles quantités vont être émises. Donc, ça va être l'acheteur va demander à l'opérateur de décomposer dans ce qu'on appelle donc, le bordereau des prix unitaires. Si c'est du matériel, type de matériel par type de matériel. Si c'est une prestation, en fonction des prestations, par unité. Donc, ça lui permettra ensuite de comparer les offres. Quand on est sur un prix global, forfaitaire, justement, là aussi, pour permettre à l'acheteur de bien comprendre comment se compose le prix, on va demander, sur un prix donné, de décomposer poste par poste l'offre. Un cinquième élément du dossier de consultation, ça va être l'acte d'engagement. Donc, ça va être la contractualisation du marché, donc qui reprend les termes essentiels du marché public. Et donc, c'est l'engagement du candidat en fait sur la base de son offre. Donc, soit il est contenu dans le dossier de consultation dès le départ, et l'opérateur doit le compléter sur la base de son offre et le signer. Et ensuite, si l'offre est retenue, donc l'acheteur le signe à son tour. Mais ce n'est pas une obligation. L'acheteur peut aussi transmettre ce document au seul opérateur qui aura été désigné donc dans un second temps. Donc voilà les 5 éléments principaux du dossier de consultation. Sur les exigences minimales liées à la participation du marché, donc c'est le deuxième point qu'on voulait aborder. Donc c'est quand l'acheteur a la possibilité d'imposer des conditions de participation. Donc ça peut... alors l'acheteur, il doit imposer des conditions de participation qui ne restreignent pas la concurrence. Donc là, ça doit être des critères qui ne sont pas discriminatoires. Donc c'était ce qu'abordait Clément dans son introduction. Il ne faut pas qu'on favorise un secteur géographique particulier.
ou même un type d'entreprise particulier en mettant des effectifs de personnel minimaux qui excluraient toutes les petites entreprises. Donc ces conditions de participation, elles peuvent porter sur plusieurs aspects. Donc d'abord pour vérifier l'aptitude du candidat. Donc c'est par exemple le cas quand le candidat doit être inscrit sur un registre professionnel. Par exemple, on pense à un architecte. Après, l'acheteur peut aussi imposer des conditions pour vérifier que l'opérateur dispose bien des capacités financières pour répondre au marché. Donc là, généralement, ça va être des informations sur le chiffre d'affaires qui vont être requises. Donc soit l'acheteur demande, donc généralement c'est sur les 3 années précédentes, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il peut aussi exiger un minimum de chiffre d'affaires pour participer. Mais ce n'est pas systématique. Il arrive souvent simplement que l'acheteur demande des informations sur le chiffre d'affaires, mais sans imposer un minimum. Donc ça peut être aussi le niveau d'assurance responsabilité professionnelle. La troisième condition de participation, ça peut porter sur les capacités techniques de l'opérateur. Donc tout ce qui est ressources humaines, quel personnel va être mis à disposition de l'acheteur dans le cadre du marché, quel matériel. Ce sera également l'expérience des opérateurs. Donc, par exemple, sur un architecte, on va souvent lui demander une lettre de motivation, lui demander ses expériences dans tel ou tel domaine, lui demander son outillage. Donc, par exemple, ça peut être des logiciels. Pareil pour les travaux, on peut demander aussi des qualifications. Donc voilà, ça va être toutes les conditions de participation qui vont permettre à l'acheteur de sélectionner les candidats des critères minimaux. Et c'est ce qu'on retrouve dans le formulaire DC2 en général, qui peut être utilisé par les opérateurs pour répondre à ces conditions. Et donc, effectivement, après, l'idée, c'est lorsqu'on prend connaissance comme ça d'un dossier de consultation des entreprises, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de dire « je veux répondre à cet appel d'offres, qu'est-ce qu'il faut que je prépare ?» Et c'est souvent là le côté, effectivement, assez rébarbatif. Lorsqu'on est un opérateur, on va avoir 2 séries d'éléments à préparer. Les premiers portent sur la candidature. C'est ce qui a été rappelé à l'instant par Charlotte, où là, on va présenter globalement 2 séries de documents. Les premières, c'est dire... je suis un opérateur qui est en mesure de répondre à la commande publique. Ça va être justifié par... Alors, je suis un professionnel qui figure sur telle ou telle liste lorsque c'est acquis, mais également, je suis un professionnel sur qui l'administration peut compter. Pour ça, il y a ce qu'on appelle les interdictions de soumissionner. Vous avez toute une série d'interdictions qui sont prévues, notamment par le Code de la commande publique et qui ont toujours été prévues en matière de droit de la commande publique, n'ont pas accès de manière générale au marché public. Les entreprises qui ont fait l'objet de toute une série de condamnations pénales, qui ne sont pas en règle en matière de cotisation URSSAF, fiscale, ainsi de suite, où là, il faut effectivement justifier de ça. Alors, on a eu jusqu'à assez récemment une obligation de démontrer ces choses de manière assez lourde. On admet maintenant aujourd'hui que tout ça fasse l'objet d'une simple déclaration sur l'honneur. Ces éléments étant ensuite vérifiés par l'acheteur lorsqu'il a présélectionné déjà son attributaire. Uniquement cet attributaire pressenti va être tenu effectivement d'aller voir l'URSSAF, le fisc, pour obtenir ces fameux certificats. Mais la plupart du temps, dès le stade du dossier de candidature, une simple attestation va suffire. Donc, on va avoir ça à fournir. On va avoir, là aussi, Charlotte le disait, des éléments disant voilà, tel est mon chiffre d'affaires, mon effectif, les CV de mes différents intervenants. Ça va être donc la partie candidature. Ensuite, on va avoir la partie offre. La partie offre, c'est vraiment, on va dire, ce qui intéresse tout le monde, quoi. Parce qu'un marché public, c'est un contrat, et un contrat, c'est une chose, un prix. Donc, le prix, on va avoir l'offre financière, qui va être, là aussi, Charlotte l'a expliqué, qui va être retracée dans différents documents. Un BPU si je suis d'un marché à prix unitaire, une DPGF si je suis d'un marché à prix forfaitaire, parfois les deux, parfois des systèmes un peu complexes, parfois des choses très simples. Vous avez juste un acte d'engagement à remplir avec une case, prix hors taxe, montant de la TVA, prix TTC. Ça peut être aussi simple que ça. Ça, c'est pour le prix. Et de l'autre, vous allez avoir la chose. Sur quoi je m'engage. Et là, l'acheteur, et là, c'est qu'il faut avoir, c'est un point vraiment de vigilance à avoir lorsqu'on répond à un marché, va demander la plupart du temps un mémoire technique dans lequel il impose ou non, ça dépend, toute une série d'items à démontrer.
Donc on a compris ce que veut l'acheteur, on les décide à répondre, ou presque. Maintenant, comment on fait? Alors la première question déjà qui peut se poser, c'est moi je répondrais bien à ce marché, mais je suis trop petit, ou je ne sais pas faire, ou du moins je ne sais pas tout faire. Je reprends mon mobilier, un acheteur commande, c'est caricatural, hein, mais des tables et des chaises, moi je vends que des chaises, quoi. Il va falloir que j'aille voir quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'on réponde à plusieurs. Alors, si je sais tout faire, je suis Ikea, je peux répondre à tout. Mais sinon, il y a 2 dispositifs principaux. C'est ceux qu'on retrouve le plus. D'une part, la cotraitance, de l'autre, la sous-traitance. La cotraitance, c'est ce qu'on appelle les groupements. Je vais voir un autre prestataire qui, lui, est spécialisé en, je sais plus ce que j'ai dit, en table, et on va répondre à 2 à ce marché. Alors, sans rentrer là dans les détails, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible, qui est courant, qui est en aucun cas mal vu par les acheteurs, parce que voilà, ils comprennent parfaitement ça. Parfois même ils le recherchent sur les dossiers un peu complexes. Et donc je vais pouvoir répondre en groupement. Alors un groupement, qu'est-ce que c'est? Je ne crée pas une société, hein, c'est quelque chose de souple qui va être limité à la durée du marché pour dire, voilà, durant la période d'exécution de ce marché, voici, monsieur l'acheteur, comment on va s'organiser, voici comment on va répondre à votre besoin. Ce groupement va être solidaire ou non. Donc la différence est qu'un groupement solidaire, si mon fournisseur de chaises cesse son activité ou arrête de fournir des chaises, celui qui fournit des tables prend la responsabilité d'aller chercher quelqu'un d'autre pour fournir des chaises. Donc ça, c'est ça la solidarité. Ou ça peut être solidaire ou conjoint. Donc dans ce cas-là, chacun s'engage, l'un pour les tables, l'un pour les chaises. Premier point, la cotraitance, et l'autre point, la sous-traitance, là qu'on connaît un peu de manière plus classique même en matière de commande privée. Hein. C'est effectivement, je reste responsable, moi, fournisseur de chaises, alors en matière de fourniture ça ne marche pas, mais moi, principal prestataire, je reste responsable vis-à-vis de l'acheteur de tout le marché. Par contre, je viens chercher les compétences derrière moi d'une autre entreprise dont je réponds pour venir exécuter cette partie. Alors là aussi, il y a un point sur lequel je voulais peut-être attirer votre attention, parce que j'ai l'impression que c'est assez peu connu des opérateurs, sur les fameuses plateformes dont on vous a parlé tout à l'heure, Place, Mégalis, Maximilien et autres. On voit de plus en plus ce qu'on appelle des bourses à la cotraitance. Vous avez des entreprises qui identifient des marchés en disant moi je répondrai bien à ce marché, mais j'ai pas toutes les compétences et je connais personne, je connais pas de fournisseur de table. Voilà. Un fournisseur de table se rend sur cette plateforme et peut tout de suite voir sur ces marchés, Léa, il y a quelqu'un qui cherche un bout de prestataire pour répondre avec moi à ce marché. Ça peut être très intéressant. Pour répondre à un marché public, donc l'exigence principale, ça va être aussi de respecter le cahier des clauses techniques. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est respecter le besoin de l'acheteur. Et là, j'ai rien de plus à dire, sinon que, à défaut de respecter exactement le cahier des clauses techniques et de répondre exactement aux besoins, on encourt le risque que son offre soit regardée comme irrégulière, avec le risque qu'elle soit rejetée, sachant que, effectivement, dans certains types de procédures, l'acheteur a la possibilité de régulariser, de demander à l'opérateur de régulariser, mais il n'y est jamais obligé. Et puis en plus, il y a une marge d'interprétation parce qu'il doit l'inviter à régulariser son offre, mais il ne faut pas non plus que pour régulariser l'offre, l'opérateur fasse des modifications significatives de son offre. Parce que là, il y aurait une distorsion de concurrence. Donc en fait, c'est source de complexité pour l'acheteur. Ça met quelque part en péril la régularité de sa procédure. Donc par simplicité, si l'offre ne répond pas exactement aux besoins, il pourra préférer l'écarter. Autre point effectivement qu'on voulait aborder sur cette notion de répondre à un marché public, il y a évidemment une question qui est assez fondamentale lorsqu'on remet une offre, c'est de savoir si je remets tout de suite ma dernière meilleure offre ou si je peux en garder un peu sous le pied. Et donc se pose évidemment la question de la négociation. Alors là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du dialogue acheteur-opérateur. On sort d'une longue période où effectivement on voyait la passation d'un marché comme quelque chose de vraiment vase clos entre opérateurs et acheteurs. De plus en plus, on tend à développer des procédures qui ouvrent la négociation. Alors dès lors qu'on est sous les seuils dont parlait Charlotte tout à l'heure, qui sont quand même relativement élevés, 220 000 € pour les fournitures et services, 5 200 000 pour les travaux, l'acheteur peut, et très souvent ils le font,
au moins se laisser la possibilité de négocier, même si ce n'est pas obligatoire. On va avoir cette première phase de négociation, avec éventuellement une phrase parfois un peu sibylline que vous allez voir dans les règlements de consultation. L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 premiers candidats classés en application des critères de sélection des offres. Donc l'acheteur va faire son premier tri et avec les 3 premiers, va les recevoir en négociation. Donc ça, c'est sur les marchés, on va dire, d'un montant le plus bas, même si on est déjà sur des montants assez significatifs. Dès lors qu'on dépasse ces montants, ça va être selon le type de procédure qui va être choisi par l'acheteur, il va y avoir ou non la possibilité d'une phase de négociation. Lorsqu'on est en procédure d'appel d'offres, là, c'est 0 négociation. Je signe mon offre en bas à droite et l'acheteur la prend telle qu'elle ou il ne la prend pas. Mais il y a 0 négociation. Et après, sur des procédures un peu plus complexes, type dialogue compétitif, procédure avec négociation, on va avoir cette phase de négociation successive qui va pouvoir être organisée entre l'acheteur et l'opérateur. Alors, concrètement, comment ça se passe une négociation au marché public ? Je traite peut-être juste le point juridique, je te laisse après prendre la suite sur l'aspect pratique. Le premier, c'est qu'il y a quasiment aucun formalisme prévu par vraiment la réglementation marché public. Si vous lisez le code de la commande publique, vous regardez comment ça va se passer la négociation, vous ne trouverez rien. Le premier point en fait, qui règne ça, c'est celui qui résulte des principes de la commande publique, égalité de traitement. Si je négocie avec un candidat, il n'y a aucune raison que je ne négocie pas avec l'autre. Si je négocie 2 jours avec un candidat, je ne négocie pas 5 minutes avec l'autre. Ça va être cette première exigence. Sur le formalisme en lui-même, ça, il y a eu des débats en jurisprudence là-dessus. Est-ce qu'un simple mail de l'acheteur « Merci d'optimiser votre offre de prix », c'est une négociation ? Alors, on peut penser que c'est un peu court quand même en termes de négociation. Alors, le Conseil d'État vous a dit « Oui, c'est une négociation ». Voilà. Le simple échange de mails, ça peut être une négociation. Et donc, suivant l'importance des marchés, suivant les acheteurs, suivant l'objet du marché, on peut avoir tout un panel de formats de négociation qui peuvent être effectivement en échange de mails, remettre une nouvelle offre, optimiser sur tel ou tel point, jusqu'à une audition organisée avec une présentation par le candidat et puis un échange, une négociation commerciale. L'intérêt, évidemment, ça Stéphane va le dire, c'est d'avoir effectivement l'acheteur en face à face sur des dossiers qui le méritent. Ça ne vaut sûrement pas le coup sur tous les objets du marché. Et l'important après pour l'acheteur, du moins moi, lorsque je conseille les acheteurs, c'est évidemment ce que je leur dis, c'est d'avoir une traçabilité de ces échanges, de dire, c'est pas un compte-rendu mot à mot de la négociation, mais à minima de dire, voilà, j'ai reçu tel candidat de telle heure à telle heure, et on a abordé telle liste d'items. Voilà. Sur l'organisation même de la négociation. En fait, toute la partie négociation sera traitée dans le règlement de la consultation. Effectivement, il faut préciser les modalités. Après, concrètement, comment ça se passe ? Effectivement, l'acheteur a tout intérêt à négocier. Alors, la négociation, ce n'est pas que du prix, ça ne s'appelle pas du marchandage. On est sur des délais, sur la qualité des matériaux, des moyens, etc. Donc, on peut échanger sur tout. Donc, ça, c'est important de le dire. Enfin, on n'est pas uniquement sur le prix. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'il faut dire. Alors la 4e partie qu'on voulait aborder, c'est l'examen des offres. Donc comment l'acheteur va recevoir l'offre qu'on a fait. Donc les critères d'analyse des offres. Donc comme on le disait tout à l'heure, ils sont prévus dans le dossier de consultation, donc dans le règlement de consultation en général, et c'est la grille suivant laquelle l'acheteur va analyser l'offre. Donc c'est des critères qui doivent être non discriminatoires et liés à l'objet du marché. Donc c'est un peu comme les conditions de participation. Ça doit être non discriminatoire. Donc il y a un critère qui se retrouve toujours, c'est le critère du prix, puisque les acheteurs, en fait, ils doivent toujours sélectionner l'offre la plus avantageuse économiquement. Mais après, ils peuvent aussi intégrer d'autres critères, donc sur la qualité. Et après, Stéphane le disait tout à l'heure, il peut y avoir une pondération qui va nous permettre de voir quelle est la priorité, l'accent donné par l'acheteur sur certains critères. Alors par exemple, donc sur un marché qui sollicitait l'impression d'affiches, donc c'était un accord cadre, on avait d'abord la valeur technique, donc la qualité des produits, l'efficacité de l'organisation dans le cas où la livraison n'était pas conforme, les moyens matériels et leur adéquation avec les besoins. Donc ça, c'était le premier critère, la valeur technique. Ensuite, on avait ce qu'on appelle la démarche développement durable.
Donc c'est la prise en compte en fait de critères socio-environnementaux, donc le niveau d'emploi de personnes handicapées, la qualité des encres sur un plan écologique, la qualité des papiers. Et puis, enfin, évidemment, le critère du prix sur la base du BPU ou de la décomposition forfaitaire de l'offre. Pareil, sur un autre marché, c'était de la scénographie. Donc, on voit qu'il y a en valeur technique, il y a la méthode de travail, la qualité graphique, le planning, et puis après, le prix. Donc voilà, c'est les critères. Parfois sur certains marchés, le critère est défini de façon très générale. 1, valeur technique, 2, prix. Mais parfois, on a des sous-catégories avec des sous-catégories dans la valeur technique en précisant bien ce qui sera pris en compte. Et ce qui est évidemment pratique pour les opérateurs pour bien constituer leur mémoire technique et bien répondre aux besoins. Alors la dernière partie qu'on aborde, donc, c'est sur qu'est-ce qui se passe en cas de rejet de son offre. Lorsque son offre est rejetée, donc l'acheteur est obligé de prévenir le candidat, donc c'est la moindre des choses. Il doit lui notifier le rejet de son offre. En revanche, en fonction de la procédure dans laquelle on se trouve, il n'est pas obligé de lui expliquer pourquoi il l'a rejeté, ni quel candidat il a retenu, ni pourquoi il a retenu tel candidat. Donc quand on est dans une procédure adaptée, ce sera à l'opérateur, au candidat qui n'a pas été sélectionné, de faire la demande à l'acheteur, lui demander pourquoi son offre n'a pas été retenue. L'acheteur sera obligé de lui fournir ces motifs-là. Et puis éventuellement aussi le nom de l'entreprise retenue et pourquoi elle a été retenue, les avantages qui ont déterminé le choix de l'acheteur. En procédure formalisée, donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus des seuils européens, systématiquement, l'acheteur doit indiquer au candidat qui n'a pas été retenu pourquoi son offre n'a pas été retenue. Donc ces motifs-là, c'est important de les demander parce que ça permet de comprendre, ce qui a péché et puis peut-être d'améliorer son offre pour la suite dans le cadre d'une prochaine procédure. Donc de s'améliorer et puis éventuellement de contester la procédure de passation, donc lorsqu'on considère que c'est pas le meilleur candidat qui a été retenu et qu'il y a eu finalement une distorsion de concurrence, que l'acheteur n'a pas été objectif. Et du coup, c'est la question de se poser, de faire un recours contentieux. Donc c'est Clément qui va aborder ce sujet. Donc j'ai 1 minute pour aborder le contentieux de la commande publique. J'ai un message à faire passer, être réactif, vraiment. Un opérateur reçoit une lettre de rejet lui disant que son offre n'est pas retenue, immédiatement se poser la question du recours contentieux. Je ne suis pas là pour vous vendre du contentieux, mais il faut bien avoir en tête le fait que à partir du moment où une lettre de rejet est adressée à un opérateur, pour cet opérateur, si se pose la question d'un recours contentieux, ça peut être une course contre la montre. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir plusieurs types de contentieux suivant au stade auquel on réagit. Je reçois une lettre de rejet dans un marché assez classique, procédure adaptée. Je peux avoir quelques heures, quelques jours pour faire un recours en référé précontractuel, c'est-à-dire aller saisir le tribunal administratif qui est à quelques centaines de mètres d'ici, en urgence, en référé, pour que ce juge dise à l'acheteur « Monsieur l'acheteur, levez votre crayon, ne signez pas le marché », on examine ensemble la légalité et en 20 jours, c'est le délai qui est donné au juge, on regarde si oui ou non les règles ont été respectées. Si je vais saisir ce même juge et que j'ai laissé passer le délai de signature du marché, qui n'est pas encadré il est encadré sur les marchés les plus importants, il ne l'est pas sur les plus petits, le juge des référés va rejeter ma requête, il ne va même pas la lire. Alors après, je vais avoir la possibilité de faire d'autres types de recours, qui seront des recours de plus longue haleine, des recours au fond qu'on appelle, où on va pouvoir demander l'annulation du marché, sa résiliation ou un droit indemnitaire, qui n'est pas neutre. On peut demander l'indemnisation de son manque à gagner sur la totalité du marché. Là, on a plus le temps. On a plus le temps de préparer les choses, de commencer par aller à la pêche aux informations. On va pouvoir demander à l'acheteur la communication, toute une série d'éléments, les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres, les comptes rendus de négociation, le rapport d'analyse des offres sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, ainsi de suite. Et là, on va avoir un peu plus de temps
globalement 2 mois à compter la publication de l'avis d'attribution pour saisir le juge, le cas échéant, contester les modalités d'examen des offres. Allez-y sur les marchés, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On essaye encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de simplifier au maximum l'accès à la commande publique. Ça se passe, c'est vrai. Alors effectivement, les acheteurs qui sont plus ou moins rigoureux, plus ou moins rigoureux, ou je dirais qui respectent à la lettre le code de la commande publique, mais de toute façon, il va dans le sens de la simplification. Donc on faut vraiment avoir ça dans l'esprit et surtout y aller, quoi. Voilà. Je voulais vraiment remercier Stéphane Retailleau de s'être rendu disponible pour ce casse-croûte. Vous remercier à tous de votre participation. Vous êtes venus nombreux sur un sujet un peu ardu, entre midi et 2, un vendredi, alors qu'il commence à peu près à faire beau. Donc vraiment, je voulais vous remercier de votre participation.